pouvoir en place. Sa famille était de caste Bania, une caste de commerçants industrieux du Gujarat, une région au nord-ouest de l'Inde. On le marie à 13 ans. Il aura 4 enfants de sa femme Kasturba. Il a 16 ans lorsque son père tombe gravement malade. La légende nous le présente en fils dévoué, rivé au chevet de son père. Gandhi pensait que c'était son devoir de veiller son père qui allait mourir. Et il voulait être auprès de lui quand il rendrait l'âme. Mais ce jour précisément, alors que son père entrait dans la phase terminale, il ressentit une forte attirance pour sa femme. Et il était en train de lui faire l'amour quand son père expira. De nombreux historiens qui s'intéressent à la vie de Gandhi ont le sentiment que c'est cela qui va déterminer l'attitude de Gandhi envers la sexualité et qui le conduira finalement à renoncer à toute relation sexuelle avec sa femme. Après de brillantes études de droit à Londres, Gandhi, devenu avocat, est appelé par des marchands de sa caste installés en Afrique du Sud. Il y restera 20 ans. Dans ses débuts, Gandhi, en Afrique du Sud, vivait comme un riche avocat. Il avait une vie aisée. Il n'avait pas encore changé en devenant l'ascète qu'il sera plus tard et qui portera des vêtements de paysan. Non, il s'habillait à l'occidental, il vivait vraiment bien. C'est en Afrique du Sud qu'il est pour la première fois victime d'une injustice. Un afrikaner raciste fait jeter du train cet Indien qui, sous prétexte qu'il possède un billet de première classe, ne veut pas rejoindre le wagon des coulis. C'est un autre homme qui va rentrer en Inde en 1915. L'avocat d'affaires est devenu un agitateur politique. Il a quitté à jamais la redingote pour adopter le dhoti, le vêtement du paysan indien. Pour renouer avec son pays, Gandhi y voyage en train, toujours en 3e classe. La suprématie britannique est maintenant ouvertement contestée. Il prend la parole dans chaque ville, dans chaque village. Gandhi parle de dignité, de justice, d'indépendance. Partout, les militants nationalistes organisent des autodafés où chacun vient brûler ses vêtements d'importation anglaise. Gandhi lance alors le mouvement de la charka, le rouet. Il demande à chacun de filer 200 yards de coton chaque jour pour boycotter les tissus fabriqués dans les filatures de Manchester ou de Liverpool. C'est devenu un symbole de l'engagement pour la cause nationaliste. Chaque matin, on sortait son rouet et on filait son fil de coton. Ils y étaient devenus très adroits. Il faut dire qu'ils y passaient des heures chaque jour. Gandhi considérait cela presque comme une pratique spirituelle. Il s'agissait de filer pour le salut de la nation. En 1930, Gandhi organise une marche de 3 semaines à travers l'Inde. 358 km pour atteindre la mer d'Oman et y ramasser une poignée de sel. Il brise ainsi symboliquement le monopole du commerce du sel que les Britanniques se sont arrogés depuis des siècles. Gandhi et ses partisans sont bien sûr arrêtés, mais celui que Churchill surnomme avec mépris le fakir à demi nu a gagné. Ces images ont fait le tour du monde. Gandhi a un grand sens du symbole et de la communication de masse. Évidemment,
c'est contradictoire, enfin, c'est paradoxal pour un homme qui se veut d'abord un ascète, qui finalement ne vous parle que de renoncement et de salut avec un grand S, mais c'est un grand homme politique, c'est un grand communicant. Désobéissance civile et non-violence, ce sont les armes de Gandhi. Les Britanniques jouent du bâton, la répression est constante, souvent brutale, parfois sanglante. Et les prisons constamment pleines. Gandhi sera emprisonné 7 fois, en tout 4 ans. Nehru 8 fois, en tout 9 années. La lutte pour l'indépendance de l'Inde fut dirigée du début à la fin par le Parti du Congrès. Gandhi en était l'âme. Nehru en sera le chef. Ces deux hommes se firent toujours une confiance aveugle, pourtant tout les opposait. Gandhi, le petit bourgeois de la caste des marchands, l'ascète vêtu de son seul dhoti. Nehru, le grand bourgeois brahmane qui porte beau et qui a le cœur à gauche. Nehru adhéra au socialisme dans les années 20 et Gandhi pouvait le tolérer parce qu'il était persuadé que fondamentalement, Nehru serait toujours loyal envers lui. Ainsi, on pourrait dire que Gandhi laissait du mou dans la corde pour que Nehru suive sa voie. Mais Gandhi ne lâchait jamais le bout de la corde. Il pouvait ainsi tirer Nehru à lui s'il trouvait qu'il s'éloignait vraiment trop. Et Nehru savait que c'était son intérêt de rester proche de Gandhi. Mais aussi il l'aimait vraiment. Le père de Nehru était mort en 1931. Et à de nombreux égards, Gandhi a pris pour Nehru la place de la figure paternelle. Et voilà pourquoi ils se sentaient vraiment très proches, malgré leurs différences. Ils étaient très différents, entre autres vis-à-vis de la religion. Nehru se proclamait ouvertement athée, fait rarissime en Inde. Gandhi, lui, était pétri de principes religieux. Chacun de ses meetings commençait par des prières. En Inde, l'hindouisme, la religion majoritaire, est omniprésente. Les préceptes hindous décident de chaque aspect de la vie, ils fondent la hiérarchie des castes. L'hindouisme fut toujours une religion tolérante qui ne pratiqua jamais le prosélytisme. La seconde religion de l'Inde est l'islam. D'immenses mosquées furent construites dans le nord du pays par les princes moghols qui favorisèrent la conversion d'hindous à l'islam. Les musulmans représentaient le quart de la population de l'Empire des Indes. Après la création du Pakistan, ils ne sont plus que 12%. Aujourd'hui, l'Inde, avec ses 120 millions de fidèles, est le 4e pays musulman du monde. Musulmans et hindous vivaient en bonne intelligence, jusqu'à ce que l'appartenance religieuse devienne un enjeu politique. C'est dans les années 30 que la Ligue musulmane s'impose comme une force politique. Son but à court terme est de défendre les intérêts des musulmans indiens. Son rêve, à long terme, c'est au départ des Anglais de donner aux musulmans un pays à eux, le Pakistan, le pays des purs. À sa tête, Mohammed Ali Jinnah, qui connaissait Gandhi de longue date. Gandhi et Jinnah venaient tous les deux du Gujarat, tous deux parlaient le gujarati et tous les deux avaient fait leurs études de droit à Londres. Alors bien sûr, ils avaient beaucoup de choses en commun, mais malheureusement, ils furent 30 ans auparavant ouvertement en conflit, juste après que Gandhi ne rentre en Inde.
En 1945, Gandhi décide de passer outre cet ancien différend. Il vient rencontrer Jinnah dans sa maison de Bombay. Ils se reverront plusieurs jours de suite et Gandhi essaiera sans relâche de faire renoncer Jinnah à son Pakistan. Il lui assure que les musulmans auront toute leur place dans une Inde laïque et démocratique. Il va même jusqu'à lui proposer le poste de Premier ministre du premier cabinet de l'Inde indépendante. Jinnah ne supporte pas l'affection, ou en tout cas les attentions de Gandhi, parce qu'il y voit, comme de nombreux musulmans, une tentative des hindous pour finalement englober les musulmans. Au nom de l'universalisme que Gandhi prétend incarner, Gandhi ne se veut pas hindou, il se veut indien, mais il l'est tellement de manière hindoue. Sa mise elle-même le montre. Il est le renonçant en politique, l'ascète en politique, hindou par excellence. Simla, station de montagne où les Anglais ont coutume de se réfugier pour fuir les chaleurs annonciatrices de la mousson. C'est là qu'en 1946, les états-majors de la Ligue musulmane et du Congrès se rencontrent. Un seul ordre du jour, après l'indépendance, comment vivre ensemble, le rêve de Gandhi. Les efforts diplomatiques de Nehru se brisent sur l'intransigeance de Jinnah. Après 3 semaines, on se sépare sans résultat. La conférence de Simla est un échec. Et Jinnah fera campagne en 1946 sur un thème unique. Le Congrès est un parti hindou avec un hindou à sa tête, et s'il remporte les élections, c'est pour les musulmans la garantie d'une absorption, d'une domination, d'une hégémonie, et c'est pour ça qu'il faut le Pakistan. Ainsi, en 1946, il décide de régler la question dans la rue. Avant cela, Jinnah avait toujours été un politicien respectueux de la loi, toujours loyal envers les Britanniques. Il ne s'était même jamais engagé dans les campagnes de désobéissance civile. Il n'avait jamais adopté ce genre de tactique comme Gandhi. Mais en 1946, il décide de régler ça dans la rue. Il va montrer la puissance des musulmans et il lance le jour de l'action directe. Le 15 août 1946, Jinnah donne le signal. Calcutta est mise à feu et à sang. 5000 morts, 20 000 blessés. En représailles, les hindous massacrent ailleurs des musulmans. De représailles en représailles, c'est on. Chez les hindous, il y a aussi des ultras. Ils déplorent que leur religion, dépourvue d'un clergé hiérarchisé, ne soit pas assez pugnace. La tolérance de l'hindouisme, pour eux une inexcusable mollesse, a permis à une poignée de Moghols puis d'Anglais d'asservir la multitude hindoue durant des siècles. La nation hindoue doit se ressaisir. Ces hommes doivent retrouver leur virilité. L'idée là est de réformer les hindous pour les muscler tant au moral qu'au physique. Des militants se réunissent dans chaque ville et village où il y a une antenne du mouvement, le matin, le soir, pour des séances de formation idéologique et d'entraînement physique, avec l'idée d'en découdre avec les musulmans, qui sont évidemment, là encore, l'ennemi. Les nationalistes hindous pourchassent les musulmans. Les extrémistes de la Ligue musulmane écharpent les hindous. Gandhi est horrifié. Il va jeûner à Calcutta, refusant de se nourrir tant que le sang coulera. Il ne peut se résoudre à abandonner son rêve d'une Inde où les deux communautés vivraient fraternellement. Et Gandhi regardait cela. Il essayait de faire de son mieux. Il se rendit au Bengale oriental. Il fit le tour du village où des musulmans avaient massacré des hindous.
et il parla aux musulmans. Il a vraiment mis sa vie en péril. Il n'avait aucune protection. Il se déplaçait à pied en essayant de persuader les musulmans qu'ils avaient tort de faire cela. Et alors qu'il marchait, des gens jetaient des morceaux de verre et des excréments sur le sentier. Sa réponse fut d'enlever les légères sandales qu'il avait coutume de porter et il se mit à marcher pieds nus. Cela impressionna beaucoup les gens. Et j'aimerais établir un parallèle avec la tradition chrétienne de la crucifixion du Christ. Il souffre pour l'humanité. Il tourmente sa chair pour faire comprendre son message. Et alors il y a d'autres représailles des musulmans au Bengale oriental, là où ils sont majoritaires. Ils tombent sur les hindous pour les attaquer et en massacrer beaucoup, puis les hindous s'en prennent aux musulmans du Bihar et ils font de même en Uttar Pradesh. Alors on voit au Pendjab les musulmans se venger en attaquant des Sikhs et en tuant énormément en mars 1947. C'est une véritable explosion et la situation devient vraiment incontrôlable. En janvier 1947, Lord Mountbatten, arrière-petit-fils de la reine Victoria, arrive à Delhi. Il sera le dernier vice-roi des Indes. Il vient liquider l'Empire. Il veut aller très vite. Entre Nehru et Jinnah, il organise la partition. Gandhi répétait sans fin, « Laissez l'Inde sombrer dans l'anarchie, mais pas de partition. Nous allons nous débrouiller après votre départ. Nous trouverons une solution. » Mais les Britanniques ont répondu, « Nous ne partirons que quand vous aurez décidé du partage. » Et voilà comment la partition est devenue inévitable. Alors, Gandhi a déclaré que pour faire la partition, il faudra lui passer sur le corps. Et alors, bien sûr, les dirigeants du Congrès ont décidé d'accepter la partition, car ils pensaient que Jinnah était capable de fomenter tant de troubles, que s'ils n'acceptaient pas cette demande d'un État séparé pour le Pakistan, Jinnah pourrait causer la ruine de l'Inde après l'indépendance, et que l'intégrité de la toute nouvelle Union indienne pourrait voler en éclats. Une commission sous l'autorité de Sir Radcliffe trace les frontières des futurs États. 2 hindous et 2 musulmans assistent Sir Radcliffe, qui ne connaît rien de l'Inde. C'est pour cela qu'on l'a choisi, c'est la garantie de son objectivité. Au nord, là où vivent toutes leurs communautés, les musulmans veulent établir un État divisé en un double territoire, de l'un à l'autre 2000 km. Mais au Pendjab et au Bengale, le tracé de la frontière est forcément injuste tant les communautés sont imbriquées. Le 15 août 1947, l'Inde et le Pakistan peuvent enfin naître sous la bénédiction heureuse de Lord et Lady Mountbatten. La liesse est pour l'histoire la voix émue et lyrique de Nehru, Premier ministre de l'Inde indépendante. Il y a bien longtemps, nous avons pris rendez-vous avec le destin. Et aujourd'hui, le temps est venu d'honorer notre engagement. Quand minuit sonnera, à l'heure où le monde entier dort, l'Inde s'éveillera à la lumière et à la liberté. Dès le lendemain des fêtes de l'indépendance, hindous du Pakistan et musulmans de l'Union indienne fuient les villages où ils ne se sentent plus en sûreté. Musulmans vers le Pakistan, hindous vers l'Inde. Chacun veut rejoindre le pays de sa communauté. Dans les 2 sens, le plus grand transfert de population, le plus grand exode de mémoire humaine. 10 millions de réfugiés guettés par les pillards et les bandes armées. 1 million seront massacrés. Personne ne veut assumer la responsabilité de cette tragédie. Pour les nationalistes hindous, c'est Gandhi qui est coupable d'avoir finalement accepté la partition. À Delhi, au siège du parti nationaliste Hindu Mahasabha, le grand rassemblement des hindous, son président proclame aujourd'hui encore que seule son organisation a toujours défendu l'intégrité de l'Inde.
La Hindu Mahasabha a été la seule organisation en Inde à prendre fait et cause avec courage et conviction et qui déclara « Nous ne tolérerons jamais la division de l'Inde. Nous voulons une Inde unie, une seule Inde. » Bien que les nationalistes hindous clamaient que c'était une vivisection de l'Inde et que le Congrès avait trahi la confiance du peuple en l'acceptant, de fait, c'était vraiment un point de leur programme d'avoir cet État séparé. Et cela a toujours été leur intérêt d'avoir ce Pakistan comme éternel ennemi, comme la représentation de cet autre de l'Inde, son adversaire. Quelques mois après leur indépendance, les deux États frères ennemis se livrent leur première guerre au Cachemire. La population de cette province est musulmane, mais son Maharaja est hindou. L'Inde et le Pakistan revendiquent donc tous deux cette région himalayenne. Aujourd'hui, après 3 guerres, le Cachemire est toujours la principale pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan. Le 9 septembre 1947, Gandhi s'installe à Delhi dans la maison de son ami Birla, un richissime patron d'industrie qui a toujours soutenu le Congrès. Le 10 janvier 1948, il commence une nouvelle grève de la faim pour faire cesser les massacres de musulmans en Inde. Les réfugiés hindous qui viennent de s'enfuir du Pakistan sous la violence ne comprennent pas cette compassion vis-à-vis des musulmans et de plus Gandhi fixe une autre condition pour arrêter son jeûne. Cette grève de la faim, Gandhi la met en œuvre pour forcer le gouvernement indien à donner au Pakistan qui vient tout juste d'être créé la part du trésor de l'Inde britannique qui lui revient. Gandhi prit parti pour le Pakistan et déclara « Je vais faire une grève de la faim jusqu'à la mort. Il faut donner les 550 millions de roupies. C'est seulement alors que je cesserai mon jeûne. » C'est alors que des jeunes gens comme moi se dirent « Tu ne vas pas mourir de faim, tu vas mourir sous les balles. » Véritable scandale pour les nationalistes hindous, Gandhi jeûne aussi pour que l'Inde respecte la clause financière de la partition. Verser 550 millions de roupies à ce Pakistan qui est en train de bombarder le Cachemire. Donc, le 20 janvier, on a fait une tentative. Autant que je me souvienne, 7 des accusés étaient présents à la réunion de prière. Il y avait Nathuram Godse, Narayan Apte, Vishnu Karkare, Madan Lal Pahava et Gopal Godse, moi-même. L'attentat du 20 janvier fut très mal préparé. Gopal Godse ne put atteindre la fenêtre d'où il devait tirer sur Gandhi car il n'avait pas songé à prendre une échelle. Alors, j'ai essayé de la fenêtre. Ma main ne pouvait pas arriver à cette hauteur. C'était si haut même de l'intérieur. Cela a duré environ une demi-minute et puis je suis ressorti. Madan Lal devait allumer sa bombe à côté du mur d'enceinte, ce qu'il a fait. Et il s'est fait arrêter par la police. On n'a rien pu faire de plus. Alors, nous nous sommes tous enfuis. Les conjurés s'enfuient à Poona, d'où ils préparent le second attentat. Pourtant, celui qui avait jeté la bombe artisanale avait été arrêté. Sous la torture, il a donné ses complices. Aujourd'hui encore, on se demande en Inde pourquoi la police, en 10 jours, ne les a pas tous arrêtés.
Le Mahatma Gandhi s'asseyait de cette manière, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Elle a été prise le 29 janvier, la veille de sa mort. Il parlait aux gens qui étaient assis sur la pelouse. Certains étaient très en colère contre lui. Je crois que parmi eux, certains pensaient que Gandhi n'avait pas assez fait pour empêcher la partition. Le 30 janvier, Nathuram s'est procuré lui-même un pistolet automatique et il s'est rendu à la réunion de prière à 5 heures du soir ou 5 minutes plus tard. Les colonnes indiquent l'endroit exact où Gandhi est tombé sous les balles de son assassin. L'assassin attendait le Mahatma dans ce coin. Quand le Mahatma s'est approché de cet endroit, il a monté les quelques marches. Il a monté 3 marches, il s'est incliné devant le Mahatma et lui a tiré 3 balles à bout portant. Et si vous regardez la photo du Mahatma assassiné, vous verrez que les impacts forment presque une guirlande, quasiment en demi-cercle. L'assassin de Gandhi lui a fait une guirlande de balles. Et je pense qu'à cet instant, l'âme de Gandhi s'est élevée de ses cendres, s'est élevée de la terre. Nehru décide l'interdiction des mouvements responsables de l'assassinat de Gandhi à ses yeux, Hindu Mahasabha et RSS. 20 000 militants du RSS sont mis sous les verrous et on fait vraiment la chasse à l'homme. C'est même, je dirais, la chasse aux brahmanes au Maharashtra. On laisse les foules gandhiennes se déchaîner contre ces brahmanes du Maharashtra qui sont la caste d'où vient Godse, d'où vient le meurtrier, et qui était largement acquise à la Hindu Mahasabha et au RSS. Le procès des assassins de Gandhi aura lieu au Fort Rouge, bâtiment hautement symbolique. C'est là que Nehru a fait son premier discours dans l'Inde indépendante. C'est là qu'aujourd'hui encore, le Premier ministre s'adresse à la nation le jour de la fête nationale. L'Inde est une démocratie et les assassins de Gandhi auront droit à un véritable procès. Ce procès du Fort Rouge, il va donner à Nathuram Godse une tribune extraordinaire. Nathuram Godse se défend tout seul. Même s'il y a des avocats, c'est lui qui plaide. Et il explique que par fidélité à l'hindouisme et à la Bhagavad Gita qui justifie la violence, par fidélité aussi à la nation hindoue que Gandhi a trahi. Eh bien, il a débarrassé le pays de cet homme pour ne pas avoir cette faiblesse permanente vis-à-vis du Pakistan. Donc c'est une opération de salubrité publique à la limite. C'est de la réelle politique. Ce n'est pas une action d'un déséquilibré qui, par emportement, passerait ainsi à l'acte. Non, c'est mûrement réfléchi. Le 10 février 1949, le jugement a été rendu. Nathuram Godse et Narain Apte ont été pendus. Madan Lal Pahawa, Vishnu Karkare et moi avons été condamnés à la prison à vie. Aujourd'hui, le Hindu Mahasabha, le grand rassemblement des hindous que Nehru avait interdit, a de nouveau pignon sur rue en plein cœur de Delhi. À l'entrée de son siège trône le buste de Savarkar, le maître à penser du parti, à l'époque où Gandhi fut assassiné par Nathuram Godse. Nathuram Godse déclara lui-même « J'ai tué Gandhi, arrêtez-moi,
Ça ne fait aucun doute. Nathuram Godse appartenait à la Hindu Mahasabha. Aucun doute là-dessus. Mais la Hindu Mahasabha n'a rien à voir dans l'assassinat de Gandhi. C'est la décision de la Cour suprême. La Hindu Mahasabha n'a pas pris part au meurtre de Gandhi. Il y avait une très grande proximité entre le leader de la Hindu Mahasabha et l'assassin, principal organisateur de la conspiration contre le Mahatma. Nathuram Godse était déjà un proche collaborateur de Savarkar, au moins 10 ans avant l'assassinat. Et Savarkar était directement impliqué, pas seulement comme idéologue ou inspirateur, non, il était directement impliqué dans la conspiration pour tuer Gandhi. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien Savarkar qui a posé au milieu du groupe des assassins de Gandhi au grand complet. Gandhi lui-même, après ce premier attentat, dit finalement, peut-être a-t-il raison, peut-être suis-je de trop dans cette Inde indépendante. On est dans une situation tout de même qui rappelle le drame antique, où la victime et l'assassin sont dans une espèce de connivence. Gandhi est au fond du désespoir. Sa méthode n'a pas fonctionné. Les violences entre hindous et musulmans continuent malgré lui. La partition a lieu malgré lui. Donc il est de trop. Il n'a pas servi la cause qu'il voulait défendre. Et dans cette Inde coupée en deux, à quoi peut-il vraiment servir ? Pour Nehru, Premier ministre de l'Inde indépendante, la priorité est de sortir le pays de sa pauvreté extrême. Il faut tout construire, place aux principes socialistes, place aux grands travaux, à l'industrie lourde, aux plans quinquennaux. Après l'indépendance, Nehru mit tout en œuvre pour moderniser l'Inde, en développant l'industrie lourde, en bâtissant de grands barrages, dont il disait qu'ils étaient les nouveaux temples de l'Inde et qu'ils remplaceraient les anciens. C'est difficile de dire comment Gandhi aurait réagi à cela s'il avait vécu après 1948. Il est probable que Nehru et Gandhi seraient entrés en conflit, parce que Nehru n'a pas fait grand-chose pour essayer de sauvegarder quoi que ce soit du programme économique de Gandhi. Nehru restera fidèle aux idéaux démocratiques de Gandhi. Dès 1952 sont organisées les plus grandes élections du monde. Un triomphe pour le parti du Congrès et pour Nehru. Celui-ci remportera chaque élection jusqu'à sa mort en 1964. Toujours présente, toujours disponible, son plus proche conseiller, sa fille unique, Indira. Elle épousera un avocat de Bombay, Feroz Gandhi, qui, bien que portant le même nom que le Mahatma, n'a aucun lien de parenté avec lui. Indira Gandhi aura 2 garçons. Avec eux, elle vivra le plus souvent auprès de son père. À cette table, le grand-père, la fille et le petit-fils Rajiv. Tous les 3 seront premiers ministres de l'Inde. 3 générations de la dynastie Nehru-Gandhi. Peu de temps après la mort de son père, elle sera nommée Premier ministre. En 1984, elle tombera sous les balles des extrémistes sikhs. Comme l'exige la tradition hindoue, c'est Rajiv, son fils aîné, qui allume le bûcher. Pour répondre à l'émotion populaire, un seul choix est possible. Rajiv Gandhi, fils d'Indira, petit-fils de Nehru, devient Premier ministre de l'Inde.
Rien n'est plus important que l'unité et l'intégrité de notre nation. L'Inde est indivisible. La laïcité est une valeur fondamentale de notre nation. Cela demande plus de tolérance. Rajiv Gandhi, quand il était étudiant à Oxford, avait rencontré Sonia, une jeune Italienne. Ils se marieront en Inde et auront 2 enfants. Rajiv n'avait aucun goût pour la carrière politique, mais il ne put pas résister à l'appel de sa mère. En 1991, Rajiv Gandhi est à son tour assassiné. Son fils Rahul et sa fille Priyanka sont trop jeunes pour prendre la relève et Sonia, sa veuve, ne veut rien savoir de cette politique qui lui a pris son mari. Est-ce la fin de la dynastie Nehru-Gandhi ? Le parti du Congrès va lui aussi entrer dans une période de reflux, car les nationalistes hindous ont trouvé à Ayodhya, une petite ville du Nord, un thème mobilisateur. Ils prônent la destruction d'une mosquée qui aurait été construite au XVIe siècle sur l'emplacement du lieu de naissance du dieu hindou Ram. Pour les extrémistes hindous, il faut raser la mosquée et construire sur ses ruines un temple à la gloire de Ram. Gandhi prônait la tolérance, la laïcité. Il voulait un État laïque où l'État ne favoriserait pas une religion particulière. Alors que la droite hindoue pensait que l'État-nation devait s'enraciner dans les religions qui sont apparues en Inde, et particulièrement dans l'hindouisme. Advani, dirigeant nationaliste, enflamme les foules en traversant l'Inde dans une Toyota transformée en char mythologique. Les militants nationalistes collectent des briques sacrées qui serviront à construire le temple de Ram après qu'ils aient rasé la mosquée. Véritable provocation pour les 120 millions de musulmans indiens. Cet enjeu va être le thème central de la vie politique pendant 10 ans et grâce à lui, les nationalistes hindous vont renouer avec le succès. Le 6 décembre 1992, devant des officiels indécis et des forces de l'ordre peu motivées, une foule de fanatiques réduit à néant la mosquée. Des émeutes éclatent dans l'Inde entière. Les musulmans sont pourchassés. À Bombay ont lieu des scènes qui rappellent les massacres de la partition. La stratégie de l'horreur a payé. En rendant les musulmans responsables de tous les maux dans un pays peuplé de 80% d'hindous, les nationalistes engrangent les fruits de leur campagne de haine. En 1998, ils gagnent haut la main les élections. Ils dirigeront le pays pendant 6 ans. Je pense que la chose la plus importante pour Gandhi était de parler à son adversaire, de le convaincre par le dialogue, la conversation, et aussi par le charme, de gagner les gens à sa cause en usant de son influence. Alors que chez les membres de la droite hindoue, c'est une constante, ils n'y croient pas. Ils ne pensent qu'à utiliser la violence pour parvenir à leurs fins. Ils ne croient pas aux vertus du dialogue avec leurs adversaires. Il faut les écraser, il faut les anéantir. C'est leur manière d'agir.
En mai 2004, contre toute attente, le parti du Congrès revient aux affaires et tous les regards se tournent vers son chef, Sonia Gandhi, la veuve de Rajiv. C'est pour préserver l'avenir de ses enfants qu'elle a fini par céder aux démons de la politique, pour permettre à la dynastie Nehru-Gandhi de continuer. Bien qu'elle porte toujours le sari et qu'elle s'exprime en hindi, les nationalistes hindous ne manquent jamais une occasion de l'appeler l'italienne. Pour ne pas handicaper son propre camp, elle décline la proposition d'être Premier ministre, mais elle conserve la direction du parti. Chaque année, le 30 janvier, jour anniversaire de la mort de Gandhi, on lui rend hommage sur le lieu de sa crémation. Aujourd'hui, aucun des dirigeants de l'Inde n'est hindou. Le président Abdul Kalam est musulman. Le Premier ministre, Manmohan Singh, est de confession sikh. Et c'est une chrétienne, Sonia Gandhi, qui dirige le parti majoritaire au Parlement, le Congrès. Si Gandhi a laissé un message positif à l'Inde, c'est bien celui du multiculturalisme. Il est depuis le début, il est dès le début un homme qui défend les minorités religieuses et la cohabitation pacifique des communautés. Ce multiculturalisme-là, c'est vraiment son legs positif le plus évident. Chaque vendredi, un petit groupe de disciples de Gandhi se réunit pour filer le coton sur son lieu de crémation. Le même rouet, le même geste, filer le coton pour permettre à l'Inde de lutter contre les importations. Aujourd'hui, le message des disciples de Gandhi ressemble plus à une incantation qu'à une théorie économique. Jusqu'au début des années 90, l'Inde vivait en quasi-autarcie sous l'efficace protection de barrières douanières. Tout était « made in India ». Mais depuis 15 ans, le pays s'est totalement ouvert à la mondialisation. La jeunesse des grandes villes se presse dans les centres commerciaux rutilants neufs. Les nouveaux temples de l'Inde, Quand il reviendrait en Inde aujourd'hui, il serait certainement horrifié de voir combien le pays et sa classe moyenne notamment sombre dans le consumérisme à l'occidental. Lui qui a prôné l'autosuffisance villageoise, la défense des petits et l'ascèse, une forme d'ascèse. Ne pas consommer plus que nécessaire. Respecter la nature, il y a toute une dimension écologique dans le message de Gandhi. 10 mois après sa victoire, le 12 mars 2005, le parti du Congrès décide de célébrer en grande pompe l'anniversaire de la marche du sel. Comme le Mahatma Gandhi, 75 ans auparavant, des centaines de jeunes gens vont faire à pied exactement le même trajet. 358 km durant 26 jours. Sonia Gandhi les accompagnera le premier jour. Tous les participants ont enfilé l'uniforme du Congrès, vêtements d'un blanc immaculé et petit calot, symbole gandhien par excellence. Le fils de Sonia Gandhi, Rahul, 35 ans, arrière-petit-fils de Nehru, s'est décidé à son tour à se lancer en politique. Il rejoint les marcheurs le dernier jour, quand ils arrivent sur cette plage du Gujarat, où il y a 75 ans jour pour jour, Gandhi fit trembler le pouvoir britannique en ramassant une poignée de sel.
Film 35 mm ou vidéo numérique, les caméras sont toujours là. On a oublié les idées de Gandhi au nom des contraintes de la globalisation, mais son message de paix subsiste. Ce sentiment fraternel qui unit tous les Indiens au-delà de leurs différences. Le refus de la haine. Cette haine toujours prête à renaître de ses cendres. Cette haine qui a tué le père de la nation.